2012 pour moi c'est une année compliquée à la WWE. Certes il y a de bonnes choses mais malheureusement il y a aussi beaucoup de côtés négatifs. Alors je suis pas encore revenu dessus en détail au point de pouvoir vous dire si c'est l'une des pires années de l'époque, mais une chose est sûre, c'est qu'arrivé au mois de mai, les choses n'allaient pas dans la bonne direction. Et pourtant après WrestleMania 28 on pouvait difficilement s'attendre à ce genre de choses. Je veux dire John Cena venait de perdre l'un des plus grands matchs de sa carrière contre The Rock et il s'était bien repris juste après en battant Brock Lesnar qui effectuait là un retour absolument inattendu. Bref c'était impossible d'imaginer qu'on retrouverait Cena dans le pire main event d'un pay-per-view cette année-là. Et pourtant, aujourd'hui, on va bien revenir ensemble sur Over the Limit 2012, un show qui, je suis sûr, vous a marqué, puisque comme je l'ai dit, il se conclut par l'un des pires main events jamais réalisés à la WWE. Je parle évidemment du match entre John Cena et John Laurinaitis, qui n'était à l'époque qu'une figure d'autorité avec une voix absolument insupportable. Bref, vous l'aurez compris, il est l'heure de revenir ensemble sur le bon et le moins bon d'Over the Limit 2012. Alors déjà il faut savoir d'entrée de jeu, Over the Limit c'est pas un pay-per-view comme les autres. Parce qu'on a l'habitude de voir des shows commencer par l'habituel intro avec les feux d'artifice, mais ce soir-là pas du tout. Le show de ce soir s'ouvre directement sur un match, et en vrai, bah c'est très cool. Alors certes, le match est pas incroyable, hein, c'est juste une Battle Royale qui vise à désigner l'adversaire du champion des États-Unis ou bien du champion intercontinental plus tard dans la soirée, mais en soi, je trouve qu'ouvrir le show sur de la bagarre, bah en vrai, c'est assez cool. Ceci dit, il y a quand même des trucs assez drôles quand on regarde ce match aujourd'hui, parce qu'alors que les éliminations s'enchaînent dans le ring, Michael Cole nous dit, je cite, « On voit là le futur de la WWE dans le ring, Alex Riley, Tyson Kidd et Darren Young. » Oui, voilà, vous aurez compris pourquoi c'est drôle, hein, à l'époque, j'imagine qu'on y croyait beaucoup, mais aujourd'hui, bon bah on voit bien que c'est pas arrivé du tout. Mais bon, en vrai, malgré ça, ces catcheurs restent quand même assez longtemps dans le match, et il ne reste dans les 4 derniers plus que David Otunga, le Miz, Tyson Kidd et Christian, qui d'ailleurs a fait son retour ce soir-là sans avoir même droit à une entrée. Donc en soi, bah, entre Otunga et Tyson Kidd, on a quand même des jeunes catcheurs qui vont assez loin dans le match pour être mis en avant. Alors oui, je sais, au final, ni l'un ni l'autre ne gagne, hein, parce qu'ils seront tous les deux éliminés pour ne laisser en finale que le Miz et Christian, et justement, les deux hommes vont avoir un affrontement franchement très cool pour conclure le match, avec Christian qui arrive à très bien faire croire qu'il va se faire éliminer et on y croit vraiment, mais finalement il arrive à contrer le Miz de nulle part et il l'élimine pour remporter le match et avoir une chance au titre de son choix. Justement, après sa victoire, Christian semble indiquer qu'il a choisi le titre des États-Unis qui est détenu par Santino, ce qui en soi est un choix assez logique, mais de toute façon, ce match ne sera pas pour tout de suite puisqu'il est l'heure de lancer le show pour de bon. L'ouverture du show nous permet une fois de plus de voir l'arène du soir, qui je suis désolé mais elle reste absolument excellente par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, même si ok elle est pas incroyablement spéciale comme celle d'Armageddon 2008 ou les arènes de Cyber Sunday, bah ça reste quand même une arène spécifique au pay-per-view et quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, ça fait plaisir de revenir sur ce genre d'arène. En revanche, ce qui fait beaucoup moins plaisir, c'est l'arrivée de Vicky Guerrero, hein, qui débarque pour annoncer les challengers numéro 1 au titre par équipe qui sont Dolph Ziggler et Jack Swagger. Bah tiens d'ailleurs j'en profite, leurs adversaires je vais pas tout de suite les présenter, parce que quand j'ai vu qui c'était premier degré j'ai halluciné, j'avais absolument aucun souvenir que cette équipe avait été championne. Du coup allez, petit quiz pour vous, si je vous dis que l'un des deux champions c'est Kofi Kingston, vous pensez que c'est qui son partenaire pour défendre les ceintures? Allez-y je vous attends, écrivez-le en commentaire. Ça y est c'est bon, c'est fait? Bah écoutez, bravo à ceux qui l'auront trouvé, hein, et désolé pour les autres qui comme moi n'en ont absolument aucun souvenir. Le partenaire de Kofi Kingston ce soir, c'est R-Truth. Vraiment j'ai absolument aucun souvenir de ça et j'aurais jamais pu citer R-Truth en tant que partenaire de Kofi Kingston avec qui il a gagné les ceintures. Mais bon, soit c'est bien Kofi et R-Truth qui défendent les ceintures ce soir et on va donc pouvoir passer au match, et vous allez voir que de base, rien ne laisse présager de la catastrophe du main event. Parce que oui, petite anecdote, de base je voulais parler de la honte qu'était Over the Limit 2012, mais dans les faits, le show est loin d'être horrible, ce qui est décevant, c'est vraiment seulement le main event. Et du coup, on ouvre la soirée avec ce match qui honnêtement est très cool. Alors oui, en soi dans le match, il n'y a pas 10 000 choses qui se passent, hein, ça reste assez classique avec une domination des heels puis des hot tags qui permettent aux champions de revenir, mais moi ce qui m'a surtout marqué, c'est la fin du match. Ziggler et Kofi se retrouvent tous les deux dans le ring et ils vont nous lâcher un catch ultra rapide et fluide qui régale les fans et qui m'a régalé moi plus de 10 ans après. Franchement, je trouve que c'est un super moyen de conclure ce match avec un échange formidable dans lequel Ziggler vend de manière parfaite, et pour le coup, si vous n'avez pas le temps de regarder le match entier, je vous conseille vraiment de regarder la fin. Ziggler esquive dans un premier temps le Trouble in Paradise de Kofi et il déguste un immense crossbody avant d'être sauvé par Swagger qui se fait balancer à l'extérieur et éclaté par R-Truth. Et alors que Ziggler ne s'y attendait pas, il mange de nulle part un magnifique Trouble in Paradise de la moitié des champions par équipe sur un contre, et Kofi et R-Truth conservent ainsi leur ceinture. Non franchement c'était une très belle surprise ce match parce que je m'attendais vraiment à rien, et le talent des 4 hommes a vraiment parlé surtout sur la fin du match pour proposer un super enchaînement qui permet une très belle ouverture du show. Juste après la fin du match, on aura un petit segment dans les vestiaires avec Eve, hein, qui était l'assistante de John Laurinaitis à l'époque, et qui demande à Tyler Rex et Kurt Hawkins d'aller débarrasser les pancartes insultantes dans le public, mais ce sujet-là on y reviendra un petit peu plus tard, pour l'instant c'est l'heure de passer à la suite. La suite en l'occurrence c'est le match féminin de la soirée pour le titre des divas qui oppose la challengeuse Beth Phoenix à la championne Layla. Évidemment comme d'habitude les matchs féminins de l'époque c'est ni les plus importants ni les meilleurs de la soirée, hein, et c'est compliqué de les regarder avec du recul, mais en soi Layla et Beth Phoenix sont loin d'être les pires catcheuses de l'époque, et mine de rien, plus on s'approchait de 2015, plus les matchs étaient vraiment pas mauvais. Alors attention, hein, c'est rien de grandiose et en soi je vous conseille pas le match, il est globalement porté par Beth Phoenix qui pour le coup est très talentueuse, et Layla quant à elle, elle a un petit peu de mal en début
de match avec quelques botches, et elle est finalement dominée pendant de longues minutes par sa challengeuse qui s'en prend notamment à son genou blessé, et qui ne semble pas être mise en difficulté par la championne. Il faudra attendre un enchaînement de contres à la fin du match qui permet à Layla de sortir son neckbreaker de nulle part pour surprendre Beth Phoenix et remporter le match. Du coup vous le voyez, j'ai pas grand chose à dire sur ce match et j'avoue que j'avais très peu de souvenirs de cette époque, et d'ailleurs maintenant que je m'en rends compte, je pense que j'ai dû moins suivre le catch en 2012 parce que beaucoup de mes souvenirs de l'époque sont assez flous. Mais bon en soi c'est pas déconnant parce qu'en 2012 j'étais déjà en 5ème, donc bon les choses sérieuses commençaient, je suis rentré dans la vie active donc forcément j'avais moins de temps pour le catch. Non bon bref, arrêtons les conneries, on a des choses sérieuses à aborder parce que même si ce match féminin est pas incroyable, il fait quand même le taf pour le rôle qu'on lui donne, et il va être temps de passer à la deuxième partie du show qui pour le coup est vraiment très bonne. Alors bien sûr c'est en excluant le main event et quelques autres matchs un peu éclatés, mais pour le coup on continue avec un Fatal 4-Way pour le titre de champion du monde poids lourd qui est détenu par Sheamus, et qui est contraint ce soir de défendre sa ceinture contre Randy Orton, Jericho et Alberto Del Rio. Déjà rien que sur l'affiche on voit du très beau monde dans le match, même si ok Del Rio est un petit peu en dessous, mais franchement rien que sur le papier ça promet. Et d'ailleurs au final quand on regarde la carte en partant du principe qu'on est 10 ans plus tard et qu'on connaît tous les matchs qui auront lieu, en soi ça a quand même un peu de la gueule. Et justement ce match pour moi il est largement à la hauteur. Orton est ovationné comme jamais dans sa période de face, que certes j'aimais pas trop mais qui permet de le voir nous sortir des dingueries qui sont assez marrantes. Et le match va rapidement partir dans tous les sens avec les 4 hommes qui vont se battre à l'extérieur pour permettre aux principaux rivaux Orton et Sheamus de s'affronter en 1 contre 1 au centre du ring. Finalement Jericho revient et il ne tarde pas à être rejoint par Del Rio et les deux hommes vont former une courte association pour s'en prendre à la vipère, avant de finalement se rappeler que c'est chacun pour soi et donc de mettre un terme à cette brève alliance. Et même si après ça on va rester sur une construction très classique d'un Fatal 4-Way, ça reste très cool. En final je trouve que ce match est un petit peu comme le match par équipe du début de show. On est sur du classique, voire du très classique, c'est rien de transcendant, mais en soi ça marche. Et en plus au vu de la fin du match, quand on en ressort, on se dit qu'on a vu un classique alors que c'est juste les quelques dernières minutes qui régalent vraiment. Parce que oui, quasiment tout le match se fait en 1 contre 1 avec les deux autres catcheurs à l'extérieur, mais tout va s'accélérer à la fin puisque Del Rio va d'abord surprendre Orton avec son cross arm breaker, mais la soumission est brisée par Chris Jericho et cette action va ramener les 4 hommes dans le ring, ce qui permet à Sheamus et Orton de très bien combiner avec de beaux contres pour lancer cet enchaînement final de folie. Orton se débarrasse d'abord du guerrier celte avant de régaler les fans avec son classique DDT sur Del Rio et Ricardo Rodriguez. Il se fait contrer son RKO par Jericho qui revient dans le match avec un codebreaker sur la vipère. Y2J se retrouve ensuite coincé dans le cross arm breaker de Del Rio qu'il arrive quand même à retourner pour placer son wall sous l'ovation des fans. Mais alors qu'il pense avoir le match en main, il est à son tour surpris par le retour de Sheamus. Malgré ça, Jericho arrive à esquiver le Brock Kick et il couche le champion avec son codebreaker à nouveau, donc Sheamus arrive à se dégager par miracle alors que franchement j'y croyais. Et Jericho décide d'enchaîner avec son Walls, mais alors que l'ancien champion du monde croit cette fois-ci avoir la victoire assurée, c'est en fait très loin d'être fini. Orton fait un nouveau retour et il couche Y2J avec son RKO en profitant de la position de Jericho, mais alors qu'il tente le tomber, Del Rio revient et tente d'écraser Orton qui réussit de justesse à l'esquiver, revenant alors avec un nouvel RKO sur un de ses adversaires mais se faisant directement surprendre par le Brock Kick du champion. Sheamus est alors ramené au sol par un roll-up de Jericho qui manque de voler le match, mais le champion se reconcentre et il saisit Y2J pour son White Noise, concluant cette combinaison finale absolument dingue pour conserver son titre au terme d'un match juste hallucinant. Encore une fois, c'est pas le match de la soirée, loin de là, et vous allez comprendre pourquoi, et c'est pas non plus le Fatal 4-Way le plus innovant, mais le travail est ultra propre et ce segment de fin est juste parfait. Après ça, pour ne pas couper le rythme du show, on va avoir une annonce importante, puisqu'alors que Cody Rhodes fait le malin dans les vestiaires, il est attrapé par Christian, qui lui annonce qu'il a changé d'avis et qu'il ne veut plus catcher pour le titre US, mais qu'il défie maintenant Cody pour le titre intercontinental. Bon du coup on connaît l'un des prochains matchs de la soirée, on aura donc Cody contre Christian et sur le papier ça promet, mais ce sera pour plus tard puisqu'il est l'heure d'accueillir le Miz pour un match disons à l'image du main event de la soirée. Non parce qu'après avoir fait une petite promo au micro au début qui est très cool, surtout qu'il parle mal de son adversaire de la soirée et qui vous allez le voir est loin d'être l'un des meilleurs souvenirs de l'époque, le Miz décide de prouver qu'il est le meilleur danseur au monde et on a le droit à ça. Bon, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais heureusement on accueille Brodus Clay, son adversaire du soir, qui interrompt cette catastrophe, et c'est quand même fou de se dire qu'il y a à peine un an, le Miz était dans le main event de WrestleMania contre John Cena. Vous l'aurez compris, on accueille donc Brodus Clay, qui on le sait maintenant est catastrophique dans le ring, mais ça m'intrigue quand même de voir ce match parce que j'ai aucun souvenir de si à l'époque c'était si mauvais que ça ou si en fait c'était ok. Alors au-delà de cette curiosité, par contre, j'ai absolument aucun doute sur le vainqueur de ce match, d'autant que les commentateurs mentionnent que Brodus est invaincu, ce dont j'ai aussi absolument aucun souvenir, et comme on pouvait s'y attendre, dans le ring, c'est très moyen. Alors, ça reste très loin de ce que Tyrus propose aujourd'hui, je vous rassure, mais c'est loin d'être bien, et même si le Miz n'est pas le meilleur catcheur au monde, c'est surtout lui qui porte ce match, qui va finalement prendre fin après une souplex et un splash de Brodus, qui célèbre au centre du ring avec Cameron, Naomi et des enfants, ce qui me fait vraiment me demander quel était le projet avec ce gars. Un jour, je pense qu'on reviendra sur son parcours à la WWE parce que j'avoue que j'en ai pas des souvenirs précis, mais par contre, je me rappelle que c'était vraiment pas bien et que je comprenais déjà pas à l'époque ce qu'ils essayaient d'en faire.
Mais bon, pour l'instant il faut passer à la suite, et on voit donc enfin Rex et Hawkins qui retirent les pancartes aux fans, ce qui en vrai est un petit moment un peu cool pour teaser le main event. Mais bordel, rien que de parler de ce match et de savoir la catastrophe qui arrive en fin de soirée, ça me fait serrer les dents. Du coup justement, pour oublier ce qui nous attend en main event, on va avoir droit au match pour le titre intercontinental qui va ramener le show sur un chemin ultra intéressant. On accueille Cody Rhodes qui est bien différent à l'époque, et qui s'en prend aux fans pendant son entrée, et il défend donc son titre intercontinental contre le boss Christian, vainqueur de la Battle Royale en début de show. Sur le papier, ce match c'est déjà une pépite et les deux hommes vont pour moi être clairement à la hauteur des attentes. C'est d'abord le champion qui va dominer l'ouverture du match, en contrant tous les retours de Christian et en détruisant son challenger, avec notamment un super disaster kick à l'extérieur. Et pendant la majeure partie du match, les deux hommes vont simplement dérouler leur classique arsenal de prises qu'on connaît tous, et même si ça peut sembler ultra basique, le fait est que l'arsenal de l'un et de l'autre est suffisamment bon pour que ça fasse largement l'affaire. Cody nous sort un très beau moonsault, mais ça ne suffit pas à gagner le match, et la fin arrive malheureusement finalement assez rapidement, puisque Christian arrive à envoyer Cody dans le coin et il profite du rebond du champion pour le surprendre avec son kill switch, remportant le match et la ceinture pour le plus grand plaisir des fans dans un moment très cool. Pour moi, donner le titre à Christian, c'était une très bonne idée à l'époque, et même si oui, ça va pas amener Cody plus loin dans la carte, puisqu'en réalité sa chute va commencer dans cette période, ça reste quand même assez logique qu'il perde la ceinture ce soir-là au profit de Christian. Et même si on n'est pas sur un match qui vole le show, on a quelque chose d'ultra solide entre les deux qui est à la hauteur de la ceinture pour laquelle ils se battent. Et justement, puisqu'on parle d'être à la hauteur des attentes, il va être l'heure d'avoir un match qui en réalité est presque un dream match à l'époque, puisque les deux adversaires ne se sont rencontrés que 3 fois en 1 contre 1 à la WWE, et que toutes leurs rencontres se sont terminées par disqualification ou no contest. Avant le match, CM Punk est interviewé dans les vestiaires et il nous sort une promo très cool où il met en avant sa rivalité avec John Laurinaitis et surtout où il mentionne à quel point ce match est important pour lui. 10 ans plus tôt, personne n'aurait jamais imaginé voir CM Punk et Daniel Bryan combattre à la WWE en pay-per-view pour le titre de champion. Ce même titre qui a été détenu par les plus grands par le passé, et notamment par des noms qui n'ont rien à voir avec Punk et Bryan, comme par exemple Hogan, et honnêtement ça fait ultra plaisir de les voir à ce niveau. Alors ok, à l'époque Bryan est dans un rôle de heel, donc ça change légèrement son catch, en tout cas c'est ce qu'on pourrait se dire, mais vous allez voir que les deux hommes vont tout de même nous offrir un match absolument exceptionnel. C'est d'ailleurs assez marrant de voir l'entrée de Daniel Bryan à l'époque, parce qu'on est là 1 an avant l'explosion du Yes Movement, et pourtant les chants se font déjà entendre à l'arrivée de celui-ci, et honnêtement je pense que ce match aurait clairement dû conclure la soirée. Vous allez voir qu'en fait on arrive là au vrai main event, tous les matchs du show ont jusqu'à présent été bons, voire très bons pour certains, et je pense que conclure le show avec cette pépite ça aurait été juste parfait, mais évidemment à l'époque il a fallu que tout soit gâché par les 2 derniers matchs. Mais bon, arrêtons un petit peu de parler de négativité, accueillons le champion de la WWE, et commençons à parler de la pépite entre Daniel Bryan et CM Punk. D'entrée de jeu, on va avoir un match disputé, et même le public est assez partagé entre les deux excellents combattants, et c'est impossible de dire qui a le dessus au début de la rencontre. Ça se contre en permanence, et ça s'esquive dans tous les sens, le rythme alterne entre des petites pauses qui ne tuent pas le rythme du match et des moments intenses et rapides qui font exploser la foule, et franchement, s'il y a un match que je vous conseille dans ce show, c'est vraiment celui-là, parce que c'est juste une pépite. Le fait de savoir que c'est pas le main event, c'est vraiment décevant pour moi, parce qu'au vu des réactions de la foule, je vois mal comment la suite de la soirée pouvait être bien accueillie par le public. On a là une vraie leçon de catch avec tous les styles, que ce soit les purs coups avec des échanges de coups de pied notamment, le catch technique avec des prises de soumission et des transitions, le catch aérien avec des dropkicks et des crossbody, bref, ce match a tout pour lui, et c'est la chose à voir dans cette soirée. Encore une fois, personne n'aurait imaginé voir ces deux hommes à cette position, et je suis très curieux de savoir comment ce match a été reçu par tous les officiels qui ne croyaient certainement ni en Bryan ni en Punk. Parce que là en vrai on peut pas nier que dans le ring c'est juste royal, ça fonctionne ultra bien avec le public au vu de leur investissement conséquent et c'est largement à la hauteur d'un match pour la ceinture de champion. Donc en vrai ça m'étonne énormément que cette histoire n'ait pas été plus mise en avant après ce pay-per-view et ça m'étonne encore plus que ce soit pas le main event. Mais bon, évidemment, il va bien falloir départager les deux hommes malgré leurs talents respectifs, et c'est donc Punk qui arrive à prendre le dessus en seconde partie de match après une collision au centre du ring, et malgré un super contre de Daniel Bryan suivi par un enchaînement de coups de pied, c'est bien le champion de la WWE qui reprend le contrôle avec un figure fort qui mène à un échange de claques absolument dingue. On a beau être là en deuxième partie de match, les deux hommes ne ralentissent absolument pas le rythme, on a des esquives et des combinaisons absolument formidables, qui permettent notamment à Daniel Bryan de revenir et qui lancent évidemment des chants This is Awesome largement mérités. Les offenses ultra innovantes qui sont envoyé autant par Punk que par Bryan montre à quel point les deux catcheurs étaient à des années-lumière devant le reste du roster à l'époque et c'est juste fou à voir. En plus sur la fin on a des tombées qui passent très proches de 3 et j'étais vraiment debout à chacune des offenses des deux hommes tellement que j'étais à fond dans l'affrontement. Alors qu'en vrai je savais très bien qu'il allait repartir avec la victoire et ce genre de choses ça m'arrive vraiment pas souvent donc c'est vous dire à quel point ce match est bon. Mais bon bien sûr si j'ai des souvenirs du vainqueur de ce match c'est pas pour rien parce que Daniel Bryan devra attendre 1 an avant de trouver sa place dans le main event et donc même s'il fait preuve d'une folle résistance et qu'il se déchaîne sur Punk en finissant par placer son Yes
lock au centre du ring. Le champion le contre avec une stratégie bien particulière, rivant les épaules de Bryan au sol pour le compte de 3 alors qu'il est encore bloqué dans le yes lock, et remportant donc le match pour conserver son titre. Et pour dire à quel point le match est bon, c'est que même la fin, elle est juste formidable. Juste après avoir gagné le match par tombée, CM Punk tape pour abandonner, ce qui d'une part met Daniel Bryan en avant, mais en plus ça fait douter celui-ci qui est persuadé d'être venu à bout du champion pour gagner le titre. Vraiment, il y a absolument rien à dire, ce match c'est juste une pépite. J'ai adoré le fait qu'on n'ait pas un classique heel contre face, mais qu'on ait vraiment un affrontement de deux hommes très talentueux qui donnent tout pour la ceinture la plus importante de l'entreprise. Et encore une fois, si le pay-per-view s'était arrêté là, on aurait certes eu un show très court, mais bordel, on aurait eu l'un des meilleurs de l'année. Malheureusement, au lieu de ça, comme vous l'imaginez, il reste encore 2 matchs et ils sont loin d'être à la hauteur de la pépite qu'on vient de voir. Bon, d'une part, on a un squash de Camacho qui se fait détruire en quelques minutes à peine par le buffle Ryback, et d'ailleurs, pour ceux qui veulent plus de détails sur le Big Guy, je vous conseille ma vidéo à son sujet, où j'en parle de manière plus approfondie. Mais du coup, aujourd'hui, il vient juste à bout de Camacho malgré les diverses interventions de Hunico à l'extérieur, couvrant le Big Man après seulement 2 minutes en lui envoyant son Shell Shocked pour continuer à se consolider. Mais pour le coup, ce match, il est pas dérangeant, parce qu'il faut savoir que dans les shows de catch, c'est assez fréquent de voir des matchs comme ça, qui sont un peu courts et sans importance, et qui permettent de faire redescendre la pression avant un gros match. Et en l'occurrence, ça aurait été parfaitement logique de voir ce match de Ryback après le banger pour le titre WWE si le main event avait lui-même été une pépite. Mais comme vous l'imaginez, c'est loin d'être le cas, et il est donc l'heure d'aborder l'un des pires main events de l'époque, voire même l'un des pires de l'histoire des pay-per-view. C'est l'heure de parler de John Cena contre John Laurinaitis. A l'époque, Laurinaitis, il est présenté comme la principale figure d'autorité à la WWE et son rôle fait suite au General Manager anonyme qui gérait les shows quelques temps avant. Et Laurinaitis prétend avoir instauré le pouvoir au peuple alors qu'en fait, c'est juste lui qui prend toutes les décisions. Du coup, il est évidemment détesté par les fans. Naturellement, dans ce genre de situation, il faut un héros pour s'opposer à cette figure d'autorité. Et à l'époque, c'est logique que ce soit John Cena. Et je sais pas si la WWE avait pour objectif de recréer une espèce de rivalité à la Stone Cold Vince McMahon, mais dans tous les cas, si oui, c'était un sacré échec. Parce qu'en soi, si on peut comprendre une opposition entre le visage de la WWE, John Cena, et l'homme qui représente le pouvoir, personne ici n'a envie de les voir s'affronter en main event d'un pay-per-view. Ok, Laurinaitis a été catcheur, donc il a un certain niveau dans le ring, mais ça fait bien longtemps qu'il est plus actif, et évidemment qu'avec un rôle de figure d'autorité, il va pas nous sortir un banger. Du coup, allons-y, plongeons-nous dans l'un des pires main events de l'histoire entre John Cena et John Laurinaitis. À la clé, en cas de victoire de John Cena ce soir, on a le licenciement de Laurinaitis en tant que figure d'autorité, donc évidemment les fans ont hâte de voir la fin de ce match, mais avant d'avoir quelconque conclusion à cette histoire, ils allaient devoir endurer 15 minutes de calvaire. Ah non, vous rêvez pas, ce match il va vraiment durer plus de 15 minutes, et attendez, vous allez comprendre pourquoi, c'est une vraie catastrophe. Mais bon, allez, c'est l'heure de parler du match, et évidemment, d'entrée de jeu, John Laurinaitis tente de fuir, avant de se faire choper par John Cena, et la comédie peut alors commencer. Cena va malmener John Laurinaitis pendant de longues minutes, en tournant avec lui au centre du ring au lieu de juste placer son attitude adjustment, et on a là un match purement comique en main event de Over the Limit, ce qui à mon sens est une catastrophe. Alors attention, j'ai absolument aucun problème avec le comedy wrestling, mais certainement pas en main event d'un pay-per-view où on a un Punk Bryan pour le titre WWE. Et là honnêtement, je dirais même que ce match c'est une véritable insulte à tous les catcheurs qui étaient présents sur la carte du show. Laurinaitis va se faire troll pendant de longues minutes et il va évidemment avoir aucune offense contre le visage de la WWE, ce qui est tout à fait logique, mais attendez parce que c'est encore loin d'être fini. Cena continue son troll et il place Laurinaitis dans son STF en lui disant que s'il arrive à tenir 10 secondes, il lâchera la prise, ce qu'il finit d'ailleurs par faire et qu'il fera même une seconde fois. Et le champ continuera d'humilier le General Manager de Raw et SmackDown par tous les moyens possibles, en l'arrosant et en l'aspergeant avec un extincteur pour continuer la comédie. Et en vrai, ça va peut-être vous surprendre, mais le match il est pas ennuyant, je veux dire il se passe quand même des trucs, et en vrai c'est mieux qu'un match lent avec juste des prises de l'ours. Là il y a des trucs dans tous les sens, et ça reste de la comédie, voilà, ok on rigole, mais bordel, c'est le main event de la soirée, et c'est ça qui me rend fou. Quand je vois ce qui se passe dans le match, je me dis ok on est en opener, ou au pire en plein milieu du show, mais vraiment ça n'a rien à faire en main event. Parce qu'évidemment qu'on se doutait tous que Laurinaitis n'allait pas avoir d'offense, mais là on est juste sur une humiliation qui certes est un peu marrante par moment, mais qui sur la fin commence à devenir lassante, et attendez parce qu'encore une fois on n'a pas tout vu. Non parce que je dis qu'on s'attendait à ce que Laurinaitis n'ait aucune offense, mais en fait on avait tort, parce qu'il va réussir à atteindre le bras de Cena pour le dominer pendant quelques instants, en utilisant même une chaise pour punir le champ, avant de finir par le coucher au sol avec un low blow dans ce match sans disqualification, et alors que John Laurinaitis tente de fuir dans le public et que Cena est seul au centre du ring, le General Manager se fait ramener par le col par nul autre que le Big Show. A l'époque le géant avait été licencié par John Laurinaitis, mais vous le connaissez maintenant si vous avez vu ma vidéo sur sa carrière. Si le Big Show ramène le General Manager dans le ring, c'est pas juste pour donner la victoire à John Cena, ce serait trop simple. Il humilie d'abord Laurinaitis au centre du ring avant de l'envoyer à Cena pour que celui-ci lui place son attitude adjustment. Mais dans un classique Big Show moment, le géant met KO le visage de la WWE pour offrir une clim interstellaire et donner la victoire à Laurinaitis qui conserve alors son emploi. Voilà, je vous l'avais dit, il y a juste beaucoup trop de choses qui vont pas dans ce main event. Déjà sa simple existence c'est une honte, mais si à la limite la place de main event servait à lancer une grosse histoire ou avoir un grand moment, genre un retour, on pourrait être satisfait. Mais en l'occurrence pas du tout, ça va juste lancer une vieille rivalité entre Cena et le Big Show que le géant va perdre dès le pay-per-view suivant, ce qui vaudra d'ailleurs à
Laurinaitis d'enfin être licencié, et tout ça n'aura absolument aucune importance, puisque le champ ira ensuite gagner le Money in the Bank pour se faire une fois de plus coûter le titre par le Big Show, qui à l'époque passait absolument sa vie à faire des turns dans tous les sens. Et en vrai, maintenant que je l'ai vu en entier, j'aurais limite préféré que ce match ce soit juste une humiliation de Laurinaitis pour juste donner aux fans ce qu'ils veulent, et voilà, on n'en parle plus. Mais non, là il y a juste rien de bien. Le match est certes à la limite un peu drôle, mais c'est pas pour autant qu'il mérite le main event. Et après une humiliation de Laurinaitis, on a une fin anticlimatique avec un turn du Big Show pour lancer une rivalité qui n'intéresse personne. Et franchement, quand je vois que John Cena a insisté pour venir à bout de Nexus en 2010 pour avoir, je cite, une fin heureuse pour les fans, mais qu'en 2012 ça lui a posé absolument aucun souci d'être mis KO par le Big Show pour perdre contre Laurinaitis, je me dis vraiment qu'on se fout de notre gueule. Quoi qu'il arrive, c'est ainsi que se conclut Over the Limit 2012, un pay-per-view qui dans mes souvenirs était assez moyen, mais qui au fil de la soirée devient un très bon show, pour finir en apothéose avec le Punk Bryan pour le titre de la WWE avant de finalement s'effondrer complètement, pour se conclure avec la catastrophe Cena Laurinaitis, qui reste à ce jour selon moi le pire main event d'un pay-per-view à l'époque. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show dans les commentaires, et en particulier sur le main event, parce que je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé à l'époque. Personnellement, j'avais détesté et ça bouge pas aujourd'hui, donc j'ai hâte de voir s'il y a des avis différents. Je profite aussi de la fin de la vidéo pour vous donner une info que je vous ai déjà donnée sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas. Il n'y aura pas de vidéo mercredi sur la chaîne parce que je vais prendre la semaine entière pour préparer l'iceberg qui sort le 29 octobre, soit dimanche prochain. Donc restez à l'affût et en attendant la partie 2 de l'iceberg pour vous occuper, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch ou ma chaîne secondaire. Et pour vous régaler de boissons excellentes, n'oubliez pas non plus mon lien affilié au lit. Bref, moi je retourne au travail parce que j'ai un iceberg à terminer, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.